Mon mari m'a enregistré en secret pendant que je dormais pendant des mois et a envoyé les vidéos à ses amis pour qu'ils notent mes positions. J'étais mariée à Rick depuis 3 ans quand j'ai commencé à remarquer des choses étranges. Nous avions un bon mariage avant cela. Nous travaillions tous les deux à des emplois normaux. Lui dans un entrepôt, moi dans un bureau de facturation médicale. Nous cuisinions ensemble, regardions des émissions de télé-réalité, des choses de couple normal. Ses amis m'aimaient bien, mes amis le toléraient, et nous parlions d'avoir des enfants l'année prochaine. Puis, un matin, je me suis réveillée, et son téléphone était sur la table de chevet, pointé vers moi. Je lui ai demandé pourquoi, et il m'a dit qu'il avait dû le faire tomber en essayant d'attraper de l'eau. Cela avait du sens, alors j'ai laissé tomber. Mais cela continuait d'arriver. Je me réveillais à des moments aléatoires, et j'apercevais cette petite lumière rouge d'enregistrement. Quand je l'ai confronté, il a dit que j'étais paranoïaque. Une semaine plus tard, j'ai fait semblant de dormir, et les yeux à peine ouverts, j'ai vu comment il positionnait soigneusement son téléphone contre la lampe pour m'enregistrer. Quand je lui ai soudainement demandé ce qu'il faisait, il a sursauté et a dit qu'il regardait l'heure. J'ai attrapé le téléphone et j'ai trouvé des dizaines de vidéos de moi en train de dormir. Moi, juste allongée, parfois la bouche ouverte, bavant, les cheveux en bataille. Certaines duraient 20 minutes. Certaines avaient des zooms sur mon visage. Je lui ai demandé de quoi il s'agissait, bon sang. Il a dit que c'était adorable, qu'il aimait me voir paisible. Je lui ai dit que c'était flippant et de tout supprimer. Il a dit qu'il l'avait fait, mais je savais que ce n'était pas vrai car notre stockage cloud s'est soudainement rempli. Après ça, il est devenu plus furtif. Je trouvais sa tablette cachée parmi les livres sur l'étagère en train d'enregistrer. Son ordinateur portable était positionné bizarrement sur la commode. Une fois, j'ai trouvé une caméra entière dont j'ignorais l'existence, cachée derrière la plante de notre chambre. Chaque fois que je le prenais sur le fait, il s'excusait, disait qu'il allait arrêter. Puis, 2 nuits plus tard, je trouvais un autre appareil en train de m'enregistrer. J'ai commencé à mal dormir, me demandant toujours si j'étais filmée. Le point de rupture a été quand j'ai eu la grippe. De la fièvre. Je ne pouvais pas respirer par le nez. J'avais l'air absolument terrible. Je me suis réveillée à 3 heures du matin pour aller aux toilettes, et j'ai vu son téléphone appuyé sur son oreiller en train d'enregistrer pendant qu'il était dans le salon à jouer à des jeux vidéo. J'ai vérifié son téléphone plus tard et j'ai découvert qu'il avait envoyé des vidéos à son groupe de discussion avec ses amis. Ils notèrent mes positions de sommeil et faisaient des blagues sur mes ronflements. Son ami Doug a dit que je ressemblais à un phoque mort. Un autre gars, Tony, a fait un commentaire dégoûtant sur la position dans laquelle je dormais. Rick a répondu avec des émojis rieurs. C'est là que j'ai vraiment commencé à prêter attention aux habitudes de Rick. Il s'avère que mon mari avait une chose étrange avec son sommeil. Il avait besoin de conditions parfaites. Machine à bruit blanc, rideau occultant, un oreiller spécial pour lequel il avait payé 200 $. Il ne me laissait allumer aucune lumière si je me levais pour aller aux toilettes. Il prenait de la mélatonine tous les soirs à 22h30 exactement. Si quelque chose interrompait ces 8 heures, il devenait misérable pendant des jours. Il avait littéralement une application de suivi du sommeil et me montrait son score de sommeil tous les matins, comme si cela m'importait. Toute sa famille savait qu'il ne fallait pas appeler après 21 heures parce que Rick avait besoin de son temps de détente. Sa mère s'est même excusée une fois de l'avoir appelé à 21h15 pour une urgence familiale. Alors j'ai décidé que s'il voulait documenter mon sommeil, je l'aiderais à comprendre à quoi ressemblait vraiment un mauvais sommeil. J'ai commencé simple. J'attendais qu'il soit dans un sommeil profond, vers minuit. Puis, je haletais soudainement très fort comme si j'étais en train de m'étouffer. Il se réveillait en panique, vérifiait que j'allais bien. Je faisais semblant d'être toujours endormie. J'ai fait cela au hasard, peut-être 2 fois par semaine. Il a commencé à avoir l'air épuisé. Ensuite, j'ai mis la barre plus haut. J'ai téléchargé une application qui jouait des sons subtils et effrayants avec une minuterie. Des chuchotements, des craquements, des bruits de grattement. Je l'ai réglée pour qu'elle se déclenche à des moments aléatoires entre 2h et 5h du matin. Le volume était juste assez fort pour le réveiller, mais pas pour qu'il puisse déterminer d'où cela venait. Il est devenu convaincu que nous avions des souris dans les murs. Il a fait venir un exterminateur 2 fois. Le gars n'a rien trouvé. J'ai commencé à faire du somnambulisme. Je ne l'avais jamais fait de ma vie, mais soudain, je me levais à 3h du matin et me tenais près de son côté du lit. Il se réveillait et me trouvait debout, regardant dans le vide. Quand il essayait de me ramener au lit, je bredouillais des absurdités sur des caméras qui nous surveillaient. Il a commencé à dormir d'un œil. Le coup de maître a été lorsque son frère Kyle est venu nous rendre visite. Kyle était au courant des vidéos car il était dans ce groupe de discussion. Il trouvait ça drôle. Alors, pendant qu'ils dormaient tous les deux, j'ai préparé la caméra de Rick pour l'enregistrer lui. Mais d'abord, je l'ai maquillé pendant qu'il était inconscient à cause de la mélatonine. Rien de trop fou, juste assez pour qu'il ait l'air bizarre. Du rouge à lèvres, un peu de fard à paupières et des sourcils dessinés. Puis, je l'ai filmé en train de dormir comme ça pendant 1 heure. Le lendemain matin, j'ai envoyé la vidéo à son groupe de discussion depuis son téléphone pendant qu'il était sous la douche.
Son téléphone a commencé à vibrer sur le comptoir de la cuisine pendant que l'eau coulait dans la salle de bain. Je me suis tenue là, préparant du café, et j'ai regardé l'écran s'allumer encore et encore. Message après message apparaissait sur l'écran de verrouillage. Les aperçus de texte suffisaient pour voir ce qui se passait. Mec, qu'est-ce que c'est que ça? De quelqu'un appelé Brad. Ha 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 ha, tu as perdu un pari? D'un autre. 3 émojis rieurs de dog. J'ai pris le téléphone et je l'ai déverrouillé avec le même code d'accès qu'il utilisait depuis notre mariage. Celui qu'il n'avait jamais pensé à changer. Le groupe de discussion était en feu. Quelqu'un a demandé si c'était une blague. Tony a fait une blague sur Rick rejoignant un spectacle de drague. Un autre gars que je n'ai pas reconnu a posté une capture d'écran du visage endormi de Rick avec le maquillage et a ajouté « 10 sur 10, je ne coucherai pas avec lui ». Il le démolissait de la même manière qu'il m'avait démoli quand j'étais malade de la grippe, bavant et congestionné. La douche s'est éteinte. J'ai posé le téléphone exactement là où il était et je suis retournée à mon café, ajoutant lentement de la crème tandis que ma main restait parfaitement stable. Rick est sorti de la salle de bain dans ses vêtements de travail, les cheveux encore humides, et a pris son téléphone sans me regarder. Il prévoyait probablement de vérifier son score de sommeil comme il le faisait tous les matins. J'ai observé son visage lorsqu'il l'a pris et a vu les notifications. Son expression est passée de normale à confuse en environ 2 secondes. Il a déverrouillé le téléphone et a commencé à faire défiler, et j'ai pu voir le moment exact où il a compris ce qui s'était passé parce que toute couleur a quitté son visage. Sa bouche s'est entr'ouverte. Il a continué à faire défiler et à faire défiler, lisant message après message, et sa main a commencé à trembler. Il m'a regardé, debout là avec ma tasse de café, puis est retourné à son téléphone, puis à moi à nouveau. Il a marché rapidement vers moi et a levé le téléphone entre nous. « Comment as-tu accédé à mon téléphone? Tu as envoyé ça ?» Sa voix est sortie plus aiguë que d'habitude. J'ai bu une gorgée de café et je l'ai regardé par-dessus le bord de la tasse. « Le même code d'accès que tu as depuis 3 ans. Eh oui, je l'ai envoyé. Maintenant, tu sais ce que ça fait d'être jugé pendant que tu dors et que tu ne peux pas te défendre. » Il m'a regardé comme si j'avais une deuxième tête. C'est complètement différent. Ce que j'ai fait était mignon. Je te regardais juste dormir parce que je t'aime. Tu m'as mis du maquillage et tu l'as envoyé à mes amis pour m'humilier. J'ai posé ma tasse de café plus fort que prévu et elle a fait un bruit sec contre le comptoir. Mignon? Tu m'as enregistré sans ma permission pendant des mois. Tu as envoyé des vidéos de moi bavant et ronflant à tes amis pour qu'ils notent mon corps et fassent des blagues. Doug a dit que je ressemblais à un phoque mort. Tony a fait des commentaires dégoûtants sur mes positions de sommeil. Et tu as répondu avec des émojis rieurs comme si c'était la chose la plus drôle que tu aies jamais vue. Le visage de Rick est passé de blanc à rouge. Il plaisantait juste. Les gars font des blagues comme ça ne voulait rien dire. J'ai senti quelque chose de chaud et d'aigu monter dans ma poitrine. Je n'ai jamais donné mon consentement pour être filmée. Je n'ai jamais accepté que des étrangers regardent des vidéos de mon corps alors que j'étais vulnérable et endormie. Tu as violé ma vie privée pour te divertir et la partager avec des gens que je connais à peine. Alors oui, je t'ai fait vivre une petite fraction de ce que ça fait. Et maintenant, tu es contrarié parce que tes amis se moquent de toi de la même manière qu'ils se sont tous moqués de moi. Il a ouvert la bouche pour répondre, mais rien n'est sorti pendant 1 seconde. Puis il a dit « Tu m'as torturé pendant des semaines. Les sons, le fait de te tenir au-dessus de moi, le faux étouffement. As-tu une idée de ce que ça a été? Je ne peux pas dormir, je ne peux pas fonctionner. J'ai eu des problèmes au travail parce que je suis épuisée tout le temps. Tu as fait ça exprès pour jouer avec ma tête. J'ai attrapé le bord du comptoir parce que mes mains voulaient trembler et je ne l'ai pas permis. Tu as raison. Je l'ai fait exprès parce que tu n'arrêtais pas de m'enregistrer, peu importe combien de fois je t'ai demandé d'arrêter. Tu t'excusais et promettais de tout supprimer, puis je trouvais une autre caméra cachée dans la chambre. Tu m'as rendu paranoïaque dans ma propre maison. Je ne pouvais pas me détendre ou dormir parce que je ne savais jamais si tu me filmais. Alors je me suis assurée que tu comprennes ce que ça fait de ne pas se sentir en sécurité quand on essaie de dormir. Rick a serré la mâchoire. C'est de la torture psychologique. Tu m'as délibérément empêché de dormir pendant des semaines. C'est de l'abus. Le mot est resté suspendu dans l'air entre nous comme de la fumée. Et filmer secrètement le corps de quelqu'un sans consentement n'est pas de l'abus? Partager des vidéos intimes avec tes amis n'est pas une violation? Tu n'appelles ça de la torture que maintenant que c'est toi qui ne peux pas dormir. Nous sommes restés là dans la cuisine à nous crier dessus tandis que son téléphone continuait de vibrer avec de nouveaux messages du groupe de discussion. J'ai évoqué chaque fois que j'avais trouvé une caméra et qu'il avait menti à ce sujet. Il a évoqué les visites de l'exterminateur et combien d'argent nous avions gaspillé parce que je faisais de faux bruits de souris. J'ai évoqué les heures que j'ai passées à me demander si j'étais filmée chaque fois que je me changeais ou sortais de la douche. Il m'a accusée d'être vengeresse et cruelle. Je lui ai dit qu'il était un harceleur qui avait violé la vie privée de sa femme pendant des mois. Nos voix sont devenues de plus en plus fortes jusqu'à ce que je sois à peu près sûre que les voisins pouvaient entendre chaque mot. Aucun de nous ne céderait. Aucun de nous ne s'excuserait.
Nous avons juste continué à nous lancer de la douleur comme des armes, jusqu'à ce que nous n'ayons plus rien à dire et que nous soyons là, à respirer fortement et à nous regarder fixement. Rick a attrapé ses clés sur le crochet près de la porte. Je vais rester chez Reese pendant quelques jours. Je ne peux pas être ici en ce moment. Il ne m'a pas regardé en le disant. Il est juste entré dans la chambre et je l'ai entendu jeter des vêtements dans un sac. Je suis restée dans la cuisine, écoutant les tiroirs s'ouvrir et se fermer, la porte du placard coulisser, ses pas allant et venant. Quand il est sorti avec son sac de sport et ses bottes de travail, il n'a toujours pas établi de contact visuel. Il est passé devant moi en direction de la porte et s'est arrêté, la main sur la poignée. Je ne sais même plus qui tu es. Puis il est parti et la porte de l'appartement s'est refermée derrière lui avec un léger clic qui, d'une certaine manière, a semblé plus fort que s'il l'avait claqué. Le silence après son départ était étrange. L'appartement était trop calme sans sa machine à bruit blanc allumée, ou ses pas dans l'autre pièce ou le bruit de lui se préparant pour le travail. Je suis restée dans la cuisine pendant un long moment, regardant juste mon café froid. La satisfaction que j'avais ressentie en le regardant lire ses messages s'estompait déjà en quelque chose de creux et de désagréable dans ma poitrine. J'avais voulu qu'il se sente humilié de la même manière que je me sentais humiliée. J'avais voulu qu'il comprenne ce qu'il m'avait fait. Mais maintenant que c'était fait, je me sentais juste vide. La vengeance n'avait rien arrangé. Cela ne m'avait pas fait lui faire confiance à nouveau. Cela n'avait pas effacé les mois d'enregistrement secret, ni les commentaires que ses amis avaient en fait sur mon corps. Tout ce que ça avait fait, c'était de nous rendre tous les deux blessés et en colère, et maintenant, il était parti. J'ai appelé Alina pendant ma pause déjeuner au travail parce que j'avais besoin de parler à quelqu'un qui n'était pas impliqué dans tout ce désordre. Elle a répondu à la deuxième sonnerie et j'ai juste commencé à parler, lui racontant tout depuis le début, les enregistrements, le groupe de discussion, la campagne de vengeance avec les sons, le faux somnambulisme et la vidéo de maquillage. Je lui ai parlé de la dispute de ce matin et de Rick partant rester chez son frère. Elle a tout écouté sans m'interrompre une seule fois. Quand j'ai finalement cessé de parler, elle est restée silencieuse pendant 1 minute. Puis elle a dit « Bien, il a violé ta vie privée d'une manière vraiment effrayante, et ce n'est pas bien. Mais tu as passé des semaines à te concentrer à le faire souffrir au lieu de gérer à quel point tu te sens vraiment blessé et trahi. Et maintenant, vous êtes tous les deux misérables, et la relation s'effondre. Alors, qu'est-ce que tu veux vraiment ici? Tu veux continuer à le punir, ou tu veux déterminer s'il reste quelque chose qui vaut la peine d'être sauvé? » Je suis restée assise dans ma voiture sur le parking du bureau, tenant mon téléphone, et je n'ai pas pu répondre à sa question. J'avais été tellement concentrée sur la vengeance que je n'avais pas pensé à ce qui venait après. Je n'avais pas géré les vrais sentiments sous toute la colère. La douleur de savoir que mon mari m'a filmé sans consentement. L'humiliation que ses amis ont noté mon corps endormi. La violation de trouver des caméras cachées autour de notre chambre. J'avais juste canalisé tout cela pour que Rick se sente aussi mal que moi. Mais Alina avait raison. Le faire souffrir n'avait rien guéri. Cela n'avait fait que créer plus de dégâts par-dessus les dégâts qui étaient déjà là. Mon téléphone a vibré avec un message de Rick 2 jours plus tard. On peut parler? Café sur Maple. J'ai regardé le message pendant un long moment avant de répondre. D'accord. Nous avons convenu de nous rencontrer à 14 heures. Je suis arrivée la première et j'ai pris une table près de la fenêtre. Quand Rick est entré 10 minutes plus tard, j'ai à peine pu le reconnaître. Il avait des cernes sombres qui le faisaient apparaître malade. Ses épaules étaient affaissées au lieu de sa posture confiante habituelle. Il avait perdu du poids. Ses vêtements lui pendaient plus qu'il ne le devrait. Il s'est assis en face de moi et nous nous sommes juste regardés pendant 1 minute sans rien dire. Il avait l'air terrible, épuisé, vaincu et triste. Je n'avais probablement pas l'air beaucoup mieux. Rick s'est éclairci la gorge et a entouré sa tasse de café de ses 2 mains. Il a dit que ce qu'il avait fait était mal, qu'il n'avait vraiment pas compris à quel point je devais me sentir violée jusqu'à ce qu'il vive sa propre version de cela. Les problèmes de sommeil et la paranoïa constante lui ont fait voir à quel point quelqu'un a du contrôle sur vous lorsque votre propre lit ne se sent plus en sécurité. Il s'est excusé de m'avoir fait traverser cela en premier, et sa voix s'est un peu brisée sur le dernier mot. Je l'ai regardé jouer avec la pochette en carton de sa tasse, et j'ai remarqué que ses ongles étaient plus rongés que d'habitude. Il avait l'air sincèrement désolé, ce qui aurait dû me faire me sentir mieux, mais d'une certaine manière, ce n'était pas le cas. Je lui ai dit que je ne savais pas si les désolés arrangeraient quoi que ce soit. La confiance était juste partie des 2 côtés maintenant. Il m'avait filmé pendant des mois sans permission, et avait partagé ses vidéos avec ses amis comme si j'étais une sorte de divertissement. Ensuite, je l'ai torturé psychologiquement jusqu'à ce que sa santé se détériore et que son rendement au travail chute. Nous avions tous les 2 franchi des limites qu'il semblait impossible de revenir en arrière. Rick a hoché la tête lentement et a regardé la table entre nous. Une femme à la table voisine a ri de quelque chose sur son téléphone, et le son normal a semblé étrange dans notre lourde conversation. Il a suggéré une thérapie de couple après une longue pause. Il a dit qu'il ferait tout ce qu'il faudrait pour arranger les choses et reconstruire ce que nous avions autrefois. J'ai failli rire parce que la thérapie me semblait être comme mettre un pansement sur un os cassé.
Comment s'asseoir dans un bureau pour parler de nos sentiments pourrait-il effacer des mois de trahison et de vengeance? Mais j'ai accepté d'essayer une séance juste pour voir si quelque chose était récupérable. Peut-être que j'avais peur d'être seule. Ou peut-être qu'une petite partie de moi se souvenait encore de l'aimer avant que tout ne tourne mal. Nous avons pris rendez-vous pour la semaine suivante, avec une thérapeute couverte par son assurance. Le bureau de la thérapeute sentait la lavande et avait trop de plantes sur le rebord de la fenêtre. C'était une femme plus âgée avec des cheveux gris attachés et des yeux à la fois gentils et sérieux qui me donnaient l'impression qu'elle avait entendu toutes les choses terribles que les gens pouvaient se faire les uns aux autres. Rick et moi nous sommes assis aux extrémités opposées d'un canapé beige qui essayait trop d'être confortable. La thérapeute nous a demandé d'expliquer pourquoi nous étions là, et nous avons tous les deux commencé à parler en même temps, puis nous nous sommes arrêtés. Puis Rick m'a fait signe d'y aller en premier. J'ai exposé toute la chronologie, le téléphone pointé vers moi ce premier matin, la découverte de dizaines de vidéos, le fait qu'il soit devenu plus furtif avec les tablettes, les ordinateurs portables et les caméras cachées. Le groupe de discussion où ses amis ont noté mes positions de sommeil et m'ont comparé à un phoque mort. Ma voix est restée ferme pendant la majeure partie, mais elle s'est brisée quand je suis arrivée à la partie où j'étais malade de la grippe et toujours enregistrée. Rick est resté là, les yeux fixés sur ses mains pendant que je parlais. Puis ce fut son tour et il a expliqué sa perspective. Bien que cela ait d'abord ressemblé davantage à des excuses. Il a dit qu'il pensait que les vidéos étaient mignonnes, que me regarder dormir le faisait se sentir connecté. Il a admis que les envoyer à ses amis étaient stupides, mais a affirmé qu'il ne pensait pas que c'était grave parce qu'il plaisantait juste. Puis il est arrivé à ma campagne de vengeance, et sa voix est devenue plus calme. Les bruits de faux étouffements qui le réveillaient en panique. L'application de bruits effrayants qui l'a convaincu que nous avions des souris. Moi debout près de son lit à 3 ans du matin, regardant dans le vide. La vidéo de maquillage envoyée à son groupe de discussion. Il a dit que le manque de sommeil l'avait fait manquer le travail et avait failli lui faire perdre son emploi. La thérapeute a tout écouté, sans que son expression ne change beaucoup. Quand nous avons eu fini, elle est restée silencieuse pendant 1 minute. Puis elle nous a dit sans détour que nous étions confrontés à de graves violations de confiance et de consentement des deux côtés. Reconstruire à partir de ce point exigerait un effort massif de notre part à tous les deux. Et elle n'était pas sûre que nous étions prêts pour ce niveau d'engagement. Elle nous a demandé si nous serions tous les deux prêts à suivre une thérapie individuelle en plus de la thérapie de couple. Nous avons tous les deux dit oui, même si je n'étais pas convaincue que cela aiderait. Rick est rentré à l'appartement 3 jours plus tard, mais il est resté dans la chambre d'amis. Nous existions dans cet espace étrange où nous essayions techniquement d'arranger les choses, mais nous ne pouvions pas supporter d'être proches l'un de l'autre. Chaque interaction était chargée de tout ce que nous avions fait. Préparer le petit déjeuner est devenu une négociation sur qui utilisait la cuisine en premier. Décider quoi regarder à la télévision est devenu une épreuve de force silencieuse où nous faisions tous les deux défiler nos téléphones. Un soir, j'ai suggéré de commander une pizza, et Rick a dit que ça lui était égal. Alors j'ai commandé ce que je voulais, et il s'est fâché parce que je n'avais pas demandé ses garnitures, même s'il avait dit que ça lui était égal. Nous nous sommes disputés sur les garnitures de pizza pendant 20 minutes, comme si c'était le vrai problème, au lieu de mois de trahison et de guerre psychologique. J'ai commencé à rester tard au travail, juste pour éviter de rentrer à la maison. Rick a fait la même chose. Nous nous croisions dans le couloir et murmurions « Salut !» sans établir de contact visuel. L'appartement semblait plus petit d'une certaine manière, comme si les murs se rapprochaient parce que nous essayions tous les deux d'occuper le moins d'espace possible, tout en existant au même endroit. La nuit, je l'entendais bouger dans la chambre d'amis, ne dormant probablement pas mieux que moi. La machine à bruit blanc n'était plus là. Ni les rideaux occultants, ni l'oreiller cher. Je me suis demandé s'il les avait jetés ou s'il ne pouvait tout simplement pas les utiliser sans penser à tout ce qui s'était passé. Rick est rentré tôt un mardi, l'air pire que d'habitude. Il est allé directement dans la chambre d'amis et a fermé la porte. Je lui ai laissé de l'espace pendant 1 heure, puis j'ai frappé pour lui demander s'il voulait dîner. Il a ouvert la porte et m'a dit que son patron l'avait pris à part cet après-midi-là. Il lui a demandé si tout allait bien à la maison parce que les performances de Rick avaient beaucoup diminué. Il avait appelé malade 3 fois en 2 semaines. Il avait manqué une échéance de livraison. Il était arrivé en retard 2 fois. Son patron ne l'a pas dit directement, mais le message était clair. Un autre problème, et Rick pourrait perdre son emploi. Il avait inventé une excuse à propos d'un virus de l'estomac, mais son patron n'avait pas l'air convaincu. Rick s'est assis sur le bord du lit d'appoint, la tête entre les mains. Il a dit qu'il n'avait pas réalisé à quel point ses problèmes de sommeil s'étaient aggravés jusqu'à ce que son patron lui montre toutes les façons dont cela affectait son travail. Le travail d'entrepôt n'était pas glamour, mais il payait décemment et offrait de bons avantages. Le perdre ruinerait tout, surtout maintenant avec les coûts de la thérapie et une éventuelle séparation. Je suis restée dans l'embrasure, ne sachant pas quoi dire. Une partie de moi se sentait coupable d'avoir causé les problèmes de sommeil qui ont conduit à cela. Mais une autre partie se souvenait de toutes ces vidéos et du groupe de discussion
et se disait que peut-être il méritait des conséquences. Je me suis contentée de lui dire que j'étais désolée que son travail soit en danger, et je l'ai laissé seule. Le lendemain, au travail, Alina m'a tirée dans la salle de pause pendant le déjeuner. Elle avait cette expression sur son visage qui signifiait qu'elle savait quelque chose que je ne voulais pas entendre. Elle m'a demandé si la sœur de Rick, Mercedes, connaissait quelqu'un dans notre bureau. J'ai dit « Peut-être. Pourquoi ?» Alina a expliqué qu'apparemment, Mercedes avait mentionné des problèmes dans mon mariage à quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui travaillait à la facturation. Maintenant, les gens parlaient. Rien de spécifique. Dieu merci, mais assez pour que des collègues me lancent des regards de sympathie et me posent des questions prudentes sur mon état. J'ai eu envie de disparaître sous mon bureau. L'idée que les gens au travail soient au courant de mon désastre personnel m'a fait frissonner. J'ai demandé à Alina ce que les gens disaient exactement. Elle a dit seulement que mon mariage traversait une période difficile et que je pourrais me séparer de mon mari. Cela aurait pu être pire, mais c'était toujours horrible que ma vie privée devienne le sujet de potins de bureau. J'ai passé le reste de la journée à éviter le contact visuel avec tout le monde et à déjeuner à mon bureau au lieu de la salle de pause. Quand Jeannette de la comptabilité fournisseur m'a demandé si j'allais bien, j'ai dit que j'allais bien avec un sourire qui ressemblait probablement plus à une grimace. La deuxième séance de thérapie la semaine suivante a été pire que la première. La thérapeute voulait se concentrer sur la communication et les limites, ce qui semblait bien en théorie, mais chaque fois que Rick essayait d'expliquer son point de vue, cela tournait mal. Il continuait d'appeler l'enregistrement une erreur de jugement, comme s'il m'avait filmé accidentellement au lieu de le faire délibérément pendant des mois. Je suis devenue défensive à propos des tactiques de vengeance, disant qu'il méritait de savoir ce que ça faisait. Nous avons tourné en rond pendant 40 minutes, n'arrivant nulle part. Finalement, la thérapeute a levé la main et nous a interrompus. Elle a dit que nous n'étions pas encore prêts pour le travail de réconciliation car aucun de nous ne pouvait prendre l'entière responsabilité de ce que nous avions fait. Nous étions encore trop concentrés à justifier nos actions et à blâmer l'autre personne. Elle a suggéré que nous fassions chacun 2 semaines de thérapie individuelle avant de revenir pour une autre séance de couple. Peut-être que travailler nos propres problèmes séparément nous aiderait à vraiment nous écouter. Rick a immédiatement accepté. J'ai hoché la tête, mais intérieurement, je pensais que tout cela était futile. On ne peut pas guérir la confiance brisée avec de la thérapie. Mon téléphone a sonné pendant que je préparais le dîner ce jeudi-là. Numéro inconnu, mais indicatif régional local. Alors j'ai répondu. La voix à l'autre bout a dit que son nom était Corbin et qu'il était l'un des amis de Rick du groupe de discussion. J'ai reconnu le nom comme étant le gars qui m'avait appelé Phoque mort. Mon premier instinct a été de raccrocher, mais la curiosité m'a gardé en ligne. Corbin a commencé par s'excuser avant que je ne puisse dire quoi que ce soit. Il a dit qu'il avait entendu parler de tout ce qui s'était passé avec la vidéo de maquillage et la vengeance par le sommeil. Il voulait que je sache qu'il se sentait mal pour les commentaires qu'il avait faits dans le groupe de discussion. Il a expliqué que Rick faisait toujours passer les vidéos pour innocentes et mignonnes, comme s'il n'était qu'un mari aimant qui trouvait que j'étais adorable quand je dormais. Aucun d'eux ne savait que Rick filmait sans ma connaissance ou mon consentement. Ils pensaient que j'étais au courant et que j'étais d'accord, ce qui, évidemment, rendait la plaisanterie moins horrible à l'époque. Apprendre que je n'en savais rien a changé la façon dont Corbin percevait toute la situation. Il a dit que ce que Rick avait fait était effrayant et mal et qu'il était désolé d'en avoir fait partie. Je l'ai remercié d'avoir appelé car cela signifiait quelque chose d'entendre des excuses sincères de l'un d'eux. Après avoir accroché, je suis restée dans la cuisine à réfléchir à la façon dont Rick avait présenté les vidéos à ses amis. Bien sûr qu'il les avait fait passer pour inoffensives. Il s'était probablement convaincu qu'elles étaient inoffensives, aussi. Le travail est devenu écrasant la semaine suivante. Une patiente a appelé pour contester une facture pour une procédure que son assurance aurait dû couvrir. J'ai vérifié son compte et j'ai vu que la réclamation avait été refusée pour une raison technique qui n'était ni de sa faute ni de la nôtre. Juste des bêtises de la compagnie d'assurance. La patiente était en colère et j'ai essayé d'expliquer la situation, mais elle n'arrêtait pas de me couper la parole, élevant la voix. J'ai senti les larmes monter et je me suis excusée rapidement, me précipitant pratiquement aux toilettes. Je me suis enfermée dans une cabine et j'ai juste pleuré. Tout semblait trop grand et trop mauvais. Le mariage s'effondrait. Les problèmes de travail de Rick, les potins de bureau, les séances de thérapie qui n'aidaient pas. La voix en colère de la patiente résonnait dans ma tête, mélangée au souvenir de la découverte de ces vidéos et des amis de Rick se moquant de mes ronflements. Je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer même si je savais que je devais me ressaisir et retourner travailler. Alina m'a trouvée 10 minutes plus tard. Elle a dû me remarquer partir et est venue vérifier. Elle m'a convaincue de prendre un jour de congé personnel, disant qu'elle me couvrirait auprès de notre superviseur. Elle m'a ramenée à la maison même si c'était le milieu de son quart de travail. Elle m'a préparé du thé dans ma propre cuisine pendant que j'étais assise sur le canapé, me sentant vide. J'ai admis à voix haute pour la première fois que je ne pensais pas que le mariage pouvait être sauvé. Les mots semblaient énormes et effrayants. Alina s'est assise à côté de moi et a dit que c'était normal, que parfois les choses étaient trop cassées pour être réparées. Elle est restée pendant 2 heures, me tenant juste compagnie jusqu'à ce que je me sente assez stable pour être seule. Ce soir-là,
Je me suis assise sur le canapé, regardant les murs de l'appartement pendant que Rick s'affairait dans la cuisine à préparer du thé. Le silence entre nous semblait lourd et mauvais. Je savais ce que je devais dire, mais les mots restaient coincés dans ma gorge. Finalement, je l'ai simplement laissé sortir. La décision finale. Je lui ai dit que nous devions vraiment nous séparer. Pas seulement dormir dans des chambres différentes, mais vivre séparément pendant un certain temps. Son visage est devenu pâle, et il a posé sa tasse si fort que le thé a débordé. Il a ouvert la bouche comme pour argumenter, mais rien n'est sorti. Nous avons passé l'heure suivante assis à la table de la cuisine à revoir la logistique avec des voix plates et épuisées. Qui garde l'appartement? Comment diviser les comptes? Que dire à nos familles? Chaque détail pratique a sonné comme un autre clou dans le cercueil de notre mariage. Rick n'arrêtait pas de se frotter les yeux et j'ai remarqué que ses mains tremblaient. Finalement, il a accepté de déménager temporairement chez son frère Rick pendant que nous déterminions les prochaines étapes. Le lendemain matin, j'ai regardé Rick faire ses valises et ses articles de toilette. Il bougeait lentement comme si son corps lui faisait mal. Il a plié chaque chemise avec soin et a aligné ses chaussures en rangées soignées dans la deuxième valise. Tout semblait surréaliste et définitif, comme si je regardais la vraie fin de notre mariage en temps réel à travers le simple fait de séparer les affaires. Il a emballé son oreiller chic et la machine à bruit blanc, son chargeur pour l'application de suivi du sommeil, la bouteille de mélatonine de la salle de bain, toutes les choses qui avaient l'habitude de m'énerver me rendaient maintenant juste triste. Quand il a fermé la dernière valise, le bruit a résonné dans l'appartement silencieux. Il est resté là, tenant les deux sacs, me regardant comme s'il voulait dire quelque chose d'important, mais ne trouvait pas les mots. Puis il est simplement sorti et a fermé la porte derrière lui. L'appartement était trop calme après le départ de Rick. J'ai marché dans chaque pièce m'attendant à entendre sa machine à bruit blanc ou le bruit de lui bougeant. La chambre avait l'air étrange sans ses affaires sur la commode. La salle de bain semblait vide sans sa brosse à dents près du lavabo. Je me surprenais à l'écouter, même si je savais qu'il était parti. Cette première nuit, je n'ai pas pu dormir du tout. Le silence pesait sur moi comme un poids. Je me suis rendu compte que malgré tout, malgré les enregistrements, la vengeance et toute la douleur, je m'étais habituée à la voir ici. Maintenant, le silence était sa propre forme de punition. Je suis restée allongée dans le lit à regarder le plafond, me demandant si j'avais fait une énorme erreur. Peut-être aurions-nous pu arranger les choses d'une manière ou d'une autre. Peut-être avais-je abandonné trop facilement. Mais ensuite, je me suis souvenue de ces amis qui se moquèrent de moi dans ce groupe de discussion et de la sensation d'être observée pendant mon sommeil. Et j'ai su que nous étions trop brisés pour être réparés. 3 jours plus tard, je suis allée à la séance de thérapie seule. Rick m'avait envoyé un message 1 heure avant pour me dire qu'il ne pouvait pas venir à cause d'une urgence au travail. J'ai failli annuler, mais j'ai décidé d'y aller quand même. La thérapeute a semblé surprise quand je suis arrivée seule. Elle m'a demandé où était Rick et j'ai expliqué le problème de travail. Elle a hoché la tête et a dit que nous pouvions utiliser le temps pour parler individuellement. Elle m'a demandé ce que je voulais de la relation. Est-ce que je voulais arranger les choses, ou avais-je juste peur d'être seule et de recommencer? La question m'a frappée durement. Je suis restée là, me rongeant les ongles, essayant de trouver la réponse honnête. Une partie de moi s'ennuyait de Rick, les bons côtés de notre mariage avant que tout ne déraille. Mais une autre partie de moi était soulagée d'avoir de l'espace loin de lui. La thérapeute a attendu patiemment pendant que j'exprimais mes pensées à voix haute. À la fin de la séance, je n'avais toujours pas de réponse claire, mais au moins je me posais les bonnes questions. La sœur de Rick, Mercedes, m'a appelée 2 jours plus tard. J'ai vu son nom sur mon téléphone et j'ai eu une boule au ventre. Je m'attendais à ce qu'elle défende Rick ou me blâme pour la séparation. Au lieu de cela, elle a commencé par dire que Rick lui avait tout raconté sur les enregistrements et ma vengeance. Elle a dit qu'elle aimait son frère, mais ce qu'il a fait était flippant et mal. Elle comprenait pourquoi je ne pouvais pas simplement pardonner et passer à autre chose. L'entendre dire cela m'a fait pleurer. J'avais tellement peur que tout le monde prenne son parti et pense que j'étais la méchante à cause de mes tactiques de vengeance. Mercedes a dit que Rick restait chéri et semblait très déprimé. Il mangeait à peine et passait la plupart de son temps à dormir ou à regarder son téléphone. Elle voulait que je sache qu'elle n'appelait pas pour me faire pression pour que je revienne avec lui. Elle pensait juste que je devais savoir comment il allait. Nous avons parlé pendant près d'1 heure du mariage et de la confiance et si certaines choses sont trop brisées pour être réparées. Elle n'avait pas de réponse, mais cela m'a aidé de parler à quelqu'un qui comprenait les 2 côtés. Ce soir-là, j'ai commencé à chercher des appartements que je pourrais me permettre seule. J'ai regardé des annonces de location sur mon ordinateur portable et parcouru des pages de lieux disponibles. Les prix étaient déprimants. Tout ce qui était dans mon budget était minuscule, loin de mon bureau ou dans des quartiers douteux. J'ai cliqué sur des photos de petits studios tristes avec des tapis tachés et des appareils électroménagers démodés. Un endroit avait des barreaux aux fenêtres. Un autre avait une salle de bain si petite qu'il faudrait se tenir dans la douche pour utiliser les toilettes. Mais voir les chiffres réels a rendu la possibilité de vivre seule plus réelle et moins effrayante.
J'ai mis en signé quelques endroits qui semblaient tolérables, et j'ai réfléchi aux meubles dont j'aurais besoin. Rick me laisserait-il prendre le canapé? Est-ce que je voulais le canapé avec tous ces souvenirs de nos disputes? Je suis restée éveillée jusqu'à 2 heures du matin à chercher des appartements et à faire des listes de ce que j'aurais besoin d'acheter. Rick est venu à l'appartement sans prévenir 5 jours plus tard. J'ai entendu sa clé dans la serrure et j'ai eu un sursaut au cœur. Quand il est entré, j'ai tout de suite vu que quelque chose n'allait pas. Son visage était gris et il avait des cernes pires que tout ce que j'avais jamais vu. Il s'est assis à la table de la cuisine sans y être invité et a mis sa tête dans ses mains. Puis il m'a dit qu'il avait reçu un avertissement écrit au travail concernant ses récents problèmes de performance et ses absences. Son patron lui a clairement fait savoir qu'un autre problème pourrait signifier un licenciement. La nouvelle m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Que Rick perde son travail gâcherait tout, pas seulement pour lui, mais pour nous deux financièrement. Nous avions encore des comptes conjoints et des dettes partagées. S'il ne pouvait pas payer sa part, je devrais tout couvrir avec mon salaire de facturation médicale. Il m'a regardé avec un air désespéré, me demandant ce qu'il devait faire. Je n'avais pas de réponse. Nous avons fini par parler pendant des heures ce soir-là, parlant vraiment pour la première fois depuis que tout avait explosé. Rick a admis qu'il avait commencé à m'enregistrer parce qu'il se sentait déconnecté de moi. Me regarder dormir le faisait se sentir proche de moi d'une manière bizarre. Il l'a dit à voix haute comme s'il savait à quel point ça sonnait mal, mais il ne pouvait pas mieux l'expliquer. Il n'arrêtait pas de dire qu'il savait que cela n'excusait pas la violation, ni le fait qu'il ait partagé des vidéos sans mon consentement. Sa voix s'est brisée lorsqu'il a parlé de la stupidité d'envoyer ces vidéos à ses amis. Il a dit qu'il n'avait jamais pensé à ce que je ressentirais si je le découvrais. Il voulait juste que ses amis pensent que sa femme était mignonne ou quelque chose comme ça. L'explication m'a mise en colère à nouveau, mais au moins il était enfin honnête sur sa logique tordue. J'ai raconté à Rick l'étendue complète de la campagne de vengeance. J'ai admis des détails que je n'avais pas mentionnés auparavant, comme l'application de sons effrayants et la façon dont je me tenais délibérément au-dessus de lui pour déclencher sa paranoïa. Je lui ai expliqué comment j'avais planifié chaque perturbation du sommeil pour le rendre aussi misérable que possible. Il est devenu très silencieux pendant que je parlais. Son visage est devenu pâle et ses mains ont commencé à trembler. Puis il m'a dit qu'il avait fait des cauchemars où j'étais là à le regarder. Il se réveillait au milieu de la nuit chérie en pensant que j'étais dans la pièce. M'entendre admettre que je l'avais fait exprès lui a fait réaliser à quel point il avait été réellement effrayé pendant ces semaines. Il a dit qu'il comprenait maintenant ce que ça faisait de ne pas se sentir en sécurité dans son propre espace, d'attendre toujours que quelque chose de mal se produise. Sa voix n'était qu'un murmure lorsqu'il a dit qu'il regrettait de m'avoir fait ressentir cela en premier. Nous avons tous les deux commencé à pleurer, assis aux extrémités opposées du canapé. Nous faisions le deuil de ce que nous avions avant que les enregistrements et la vengeance ne le détruisent. Rick a essayé de tendre la main vers moi à un moment donné et j'ai failli prendre sa main, mais je l'ai retirée à la dernière seconde et il l'a fait aussi. Nous savions tous les deux que le confort physique n'allait pas réparer la confiance brisée entre nous. La confiance était partie et ne reviendrait probablement jamais. Nous sommes restés là à pleurer séparément pendant ce qui a semblé des heures. Finalement, Rick s'est levé et a dit qu'il devait partir. Il s'est dirigé vers la porte et s'est retourné pour me regarder une fois de plus. Puis il est parti, et j'ai entendu sa voiture démarrer sur le parking. Je suis restée sur le canapé jusqu'au lever du soleil, pensant à tout ce que nous avions perdu, et me demandant si l'un de nous deux serait à nouveau entier. Rick m'a regardé par-dessus le canapé avec ses yeux fatigués, et m'a demandé si je pensais que nous pourrions un jour nous remettre de cela. La question est restée suspendue dans l'air entre nous comme quelque chose de lourd. J'ai ouvert la bouche, puis je l'ai refermée. Finalement, je lui ai dit que je ne savais honnêtement pas. Les enregistrements m'avaient fait me sentir violée et en danger dans ma propre maison. Ma vengeance l'avait fait se sentir de la même manière. Nous étions maintenant 2 personnes qui s'étaient gravement blessées et ne savaient pas comment coexister sans que cette douleur ne colore tout. Il a hoché la tête lentement comme s'il s'attendait à cette réponse, mais espérait autre chose. Nous sommes restés là en silence pendant encore quelques minutes avant qu'il ne se lève et parte sans dire au revoir. La séance de thérapie suivante a eu lieu 3 jours plus tard. Rick est arrivé 10 minutes en avance et je suis arrivée juste à l'heure. Nous nous sommes assis à nos places habituelles aux extrémités opposées du canapé de la thérapeute. La thérapeute, une femme d'une 50aine d'années aux cheveux gris attachés en chignon, nous a demandé sur quoi nous voulions nous concentrer aujourd'hui. Rick m'a regardé et j'ai regardé le sol. Elle a attendu. Finalement, j'ai dit que je ne savais pas si je pouvais lui pardonner ce qu'il avait fait. Rick a dit qu'il ne savait pas s'il pouvait me pardonner non plus. La thérapeute a hoché la tête et a commencé à parler du pardon et de la possibilité de pardonner à quelqu'un tout en choisissant de ne pas rester avec cette personne. Elle a expliqué que le pardon ne signifiait pas oublier ou excuser ce qui s'était passé. Parfois, le choix le plus sain était de pardonner et de s'éloigner d'une relation devenue toxique. Ces mots avaient du sens dans ma tête, mais mon cœur s'est serré en les entendant à voix haute. Rick s'est essuyé les yeux avec sa manche. La thérapeute a demandé si nous avions réfléchi à ce que nous voulions vraiment de ce mariage. Voulions-nous reconstruire
Ou faisions-nous simplement les démarches parce que le divorce semblait trop définitif et terrifiant? Aucun de nous n'avait de bonne réponse. La séance s'est terminée par le devoir de réfléchir à ce que nous voulions réellement par opposition à ce que nous nous sentions obligés de vouloir. 2 jours après cette séance, Ri m'a appelé à l'improviste. Le frère de Rick et moi n'avions jamais été particulièrement proches. Nous échangions des plaisanteries lors de réunions de famille, et c'est tout. J'ai failli ne pas répondre quand son nom est apparu sur mon téléphone. Mais la curiosité l'a emporté, et j'ai décroché. Ri a demandé comment j'allais de la manière prudente que les gens utilisent quand ils savent déjà que les choses vont mal. Je lui ai dit que j'allais bien. Il a dit que Rick n'allait pas bien. Rick restait chez lui et dormait à peine. Même sans mon interférence. Ri pensait que Rick luttait contre la culpabilité et la dépression, mais ne voulait pas l'admettre ou chercher de l'aide. Rick allait juste au travail, rentrait à la maison, regardait son téléphone pendant des heures, puis s'allongeait dans son lit à regarder le plafond. Ri avait essayé de lui parler, mais Rick coupait toutes les conversations. Il m'a demandé si j'étais au courant de l'état mental de Rick. Je lui ai parlé de la thérapie et de la séparation et du fait qu'aucun de nous ne savait plus ce que nous faisions. Ri a soupiré au téléphone. Il a dit que son frère avait besoin de plus d'aide que la simple thérapie de couple. Il m'a demandé si je pouvais parler à Rick de l'idée de consulter quelqu'un individuellement. J'ai promis d'essayer. J'ai envoyé un message à Rick cet après-midi-là pour lui demander si nous pouvions nous rencontrer pour parler. Il a accepté de venir à l'appartement ce soir-là. Quand il est arrivé, il avait l'air encore pire qu'en thérapie. Ses cheveux étaient ébouriffés et ses vêtements semblaient avoir été portés pendant qu'il dormait. J'ai fait du café pour nous deux et nous nous sommes assis à la table de la cuisine. Je lui ai dit ce que Ri avait dit à propos de lui, qui fonctionnait à peine. Rick s'est d'abord mis sur la défensive, disant que Ri exagérait et qu'il gérait bien les choses. J'ai souligné qu'il avait reçu un avertissement écrit au travail et qu'il n'avait pas l'air d'avoir dormi depuis 1 semaine. Je lui ai suggéré de parler à un thérapeute individuel, pas seulement notre thérapeute de couple. Les problèmes de sommeil et la paranoïa semblaient être plus importants que nos seuls problèmes relationnels. Il était réticent, croisant les bras et disant que la thérapie était pour les gens qui ne pouvaient même pas gérer leurs propres problèmes. Je lui ai rappelé que son travail était en jeu. Il devait fonctionner, peu importe ce qui se passait entre nous. Cela a semblé faire mouche. Il est resté silencieux pendant 1 minute, puis a demandé si je pensais vraiment que cela aiderait. J'ai dit que je ne savais pas, mais que cela ne pouvait pas faire de mal. Il a accepté d'aller voir quelqu'un. Avant de partir, il m'a remercié de m'en être soucié suffisamment pour le mentionner. La gratitude dans sa voix m'a serré la gorge. 2 semaines se sont écoulées lentement avec un minimum de contact entre nous. Je me suis concentrée sur le travail, et j'ai passé mes soirées à regarder des émissions que j'avais mises de côté. Un soir, Alina m'a convaincue de télécharger une application de rencontre, juste pour voir ce qu'il y avait. J'ai créé un profil en utilisant d'anciennes photos d'avant que tout ne s'effondre. En 1 heure, j'ai eu des correspondances et des messages. Un gars nommé Marcus semblait assez sympa, travaillait dans l'informatique, aimait la randonnée et essayait de nouveaux restaurants. Nous avons discuté pendant quelques jours, puis il m'a invité à prendre un café. J'ai dit oui, principalement pour voir si je pouvais m'imaginer avec quelqu'un d'autre. Le rendez-vous s'est bien passé. Marcus était poli et drôle et posait de bonnes questions, mais je me sentais coupable tout le temps. Même si Rick et moi étions séparés et que je ne faisais techniquement rien de mal. Chaque fois que Marcus riait de quelque chose que je disais, je pensais au rire de Rick. Quand Marcus a touché ma main sur la table, je me suis retirée automatiquement. J'ai réalisé au milieu du rendez-vous que je n'étais pas encore prête à passer à autre chose. Même si le mariage était peut-être terminé, j'ai dit à Marcus que j'avais passé un bon moment, mais que je n'étais pas dans le bon état d'esprit pour sortir. Il a été compréhensif. Je suis rentrée chez moi et j'ai supprimé l'application. 3 jours plus tard, Rick m'a envoyé un message à 23h me demandant si je le remplaçais déjà. J'ai eu une boule au ventre. Je lui ai demandé de quoi il parlait. Il m'a envoyé une capture d'écran de mon profil de rencontre que quelqu'un lui avait apparemment envoyé. Probablement un ami commun qui m'avait vu sur l'application. La dispute par SMS qui a suivi a été laide. Il m'a accusé d'aller de l'avant avant même que nous ayons compris ce que nous faisions. J'ai répondu que nous étions séparés et que je pouvais faire ce que je voulais. Il a dit que cela prouvait que je n'avais jamais vraiment voulu arranger les choses. Je lui ai dit qu'il n'avait pas le droit d'être en colère après ce qu'il avait fait. Nous avons fait des allers-retours comme ça pendant 1 heure. Nous disions tous les deux des choses conçues pour blesser. Finalement, je lui ai dit de me laisser tranquille et j'ai bloqué son numéro. Il a dû bloquer le mien aussi, car mon message suivant ne s'est pas envoyé. J'ai jeté mon téléphone à travers la pièce et j'ai pleuré des larmes de rage dans mon oreiller. Alina est arrivée à mon appartement le lendemain matin avec des bagels et du café. Elle m'avait envoyé un message pour me demander si j'allais bien, et quand je n'ai pas répondu, elle est juste venue. Je l'ai laissée entrer et je lui ai raconté la dispute. Elle m'a écoutée pendant que je me plaignais de Rick, qui était un hypocrite, et à quel point c'était injuste qu'il soit en colère à propos d'un seul rendez-vous, alors qu'il avait violé ma vie privée pendant des mois. Quand j'ai finalement été à bout de souffle,
Alina a dit que je devais débloquer Rick et lui parler vraiment des limites et des attentes pendant la séparation. Se disputer par SMS et se bloquer mutuellement ne résolvait rien. J'ai dit que je ne voulais pas lui parler. Elle a souligné que nous étions toujours mariés et avions des finances communes et que nous ne pouvions pas nous ignorer pour toujours. Elle avait raison, mais je détestais ça. Cet après-midi-là, j'ai débloqué Rick et j'ai envoyé un message lui demandant si nous pouvions nous rencontrer pour établir quelques règles de base. Il a accepté. Nous nous sommes rencontrés dans le même café où nous avions eu notre conversation après son déménagement. Rick est arrivé le premier et avait déjà commandé ma boisson habituelle. Le geste était chargé de sens. Nous nous sommes assis et j'ai sorti mon téléphone pour prendre des notes. J'ai dit que nous avions besoin de limites claires pour la séparation. Rick a hoché la tête. Nous avons convenu que nous étions séparés, mais que nous ne sortirions pas encore avec d'autres personnes. Nous communiquerions sur les questions pratiques comme les comptes et le bail de l'appartement. Nous continuerions tous les deux la thérapie individuelle et de couple pour déterminer ce que nous voulions. Plus de blocage mutuel ni de disputes par SMS. Si nous devions nous disputer, ce serait en personne ou en thérapie où quelqu'un pourrait servir de médiateur. Rick a ajouté que nous devions être honnêtes sur nos états mentaux et ne pas cacher si l'un de nous traversait une mauvaise passe. J'ai accepté. Le fait d'écrire tout cela a rendu la séparation plus réelle et structurée au lieu de ce limbo désordonné dans lequel nous étions. Avant de partir, Rick a mentionné qu'il avait trouvé un thérapeute et avait sa première consultation de prévue. Je lui ai dit que j'étais fière de lui d'avoir fait ce pas. 3 semaines se sont écoulées lentement avec un minimum de contact entre nous. Je me suis concentrée sur le travail et j'ai passé mes soirées à regarder des émissions que j'avais mises de côté. Un jour, Rick m'a envoyé un message pour me demander si nous pouvions déjeuner. Quand nous nous sommes rencontrés, il avait l'air mieux que depuis des mois. Toujours fatigué, mais plus présent d'une certaine manière. Il m'a dit que son thérapeute pensait qu'il avait des problèmes de contrôle et d'anxiété qui se manifestaient par l'obsession du sommeil et le comportement d'enregistrement. Il travaillait à comprendre pourquoi il ressentait le besoin de documenter et de contrôler son environnement si rigidement. L'entendre en parler sans donner d'excuses ni essayer de minimiser ce qu'il a fait quelque chose dans ma poitrine. C'était la première fois que j'avais une lueur d'espoir qu'il comprenait peut-être vraiment la gravité de ce qu'il avait fait. Je lui ai demandé sur quoi d'autre il travaillait en thérapie. Il a dit qu'il apprenait à gérer les sentiments inconfortables au lieu d'essayer de contrôler tout autour de lui pour se sentir en sécurité. Apprendre que son besoin de conditions parfaites aggravait en fait son anxiété au lieu de l'améliorer. Je lui ai dit que j'étais heureuse que la thérapie l'aide. Il m'a demandé comment j'allais. J'ai dit que j'allais bien, ce qui était la plupart du temps vrai. Ma propre consultation de thérapie individuelle a eu lieu 2 jours après ce déjeuner. J'allais voir quelqu'un individuellement depuis quelques semaines, mais je n'avais pas abordé la campagne de vengeance en détail. Lors de cette séance, j'ai décidé de tout lui raconter. Les faux allaitements d'étouffement, l'application de sons effrayants, le fait de me tenir au-dessus de Rick pendant qu'il dormait, la vidéo de maquillage envoyée à ses amis. Ma thérapeute a écouté sans juger visiblement, mais je l'ai vue prendre des notes. Quand j'ai eu fini, elle m'a posé des questions difficiles sur la raison pour laquelle j'avais choisi la torture psychologique au lieu de simplement partir ou de confronter Rick directement. J'ai essayé d'expliquer que je voulais qu'il comprenne ce que ça faisait. Elle m'a doucement poussée, me demandant si je pensais vraiment que le faire souffrir guérirait ma propre douleur. J'ai dû admettre qu'une partie de moi voulait qu'il souffre de la même manière que moi. Cette impulsion de causer de la douleur m'a effrayée quant au genre de personne que j'étais capable d'être lorsque j'étais blessée. Ma thérapeute a dit que c'était une réalisation importante. Reconnaître notre capacité à la cruauté était le premier pas pour nous assurer de ne plus jamais agir selon ses impulsions. La séance m'a laissé me sentant à vif et exposée. La réunion de famille a eu lieu parce que la mère de Rick a insisté pour un dîner du dimanche et n'a pas accepté un non. Les 2 familles étaient là, entassées dans la maison de ses parents. Rick et moi avions évité les événements familiaux, mais sa mère a dit que cela faisait trop longtemps et qu'elle s'ennuyait de nous voir. Nous sommes arrivés séparément, ce que sa mère a immédiatement remarqué. Pendant le dîner, les gens n'arrêtaient pas de demander où nous vivions maintenant et pourquoi nous étions venus dans des voitures différentes. Finalement, la mère de Rick a demandé directement si tout allait bien entre nous. La table est devenue silencieuse. Rick et moi nous sommes regardés par-dessus le rôti de bœuf. J'ai dit que nous étions séparés et que nous réglions les choses. Le visage de sa mère s'est froissé. Elle a demandé si nous divorcions. Rick a dit que nous ne savions pas encore. Mes parents semblaient inquiets, mais sont restés silencieux. La sœur de Rick, Mercedes, a demandé ce qui s'était passé. J'ai donné une version édulcorée sur les problèmes de confiance et le besoin d'espace. Rick a ajouté que nous étions tous les 2 en thérapie et que nous essayions de nous en sortir. Sa mère a commencé à pleurer, disant qu'elle espérait que nous lui donnerions des petits-enfants. Le reste du dîner a été inconfortable et tendu. Les gens essayèrent d'avoir des conversations normales, mais tout semblait forcé. Quand je suis partie, ma mère m'a serré fort et m'a chuchoté qu'elle me soutenait. Quelle que soit ma décision. La mère de Rick ne m'a pas regardée. Le bureau de l'avocat sentait le vieux papier et le café qui avait infusé trop longtemps. Rick et moi étions assis sur des chaises dépareillées, séparés par une petite table avec une boîte de mouchoirs.
L'avocate était une femme d'une cinquantaine d'années qui semblait avoir déjà entendu toutes les histoires de mariage terribles, et la nôtre ne la surprendrait pas. Elle a sorti un classeur et a commencé à expliquer comment fonctionnait le divorce dans notre État. Le partage des biens signifiait diviser tout ce que nous possédions en deux ou déterminer qui avait acheté quoi et quand. Le bail de l'appartement était aux deux noms. Nous devions donc décider qui restait ou si nous déménagions tous les deux. Elle a parlé des délais, de la façon dont il faudrait au moins 6 mois entre le dépôt et la finalisation si nous étions d'accord sur tout, plus longtemps si nous nous disputions. Les coûts se sont rapidement additionnés lorsqu'elle a énuméré les frais de dépôt, ses horaires et les frais de justice. Rick a posé des questions sur la maison pour laquelle nous avions économisé, la mise de fonds assise dans notre compte d'épargne conjoint. Elle a dit que cela serait également divisé, à moins que nous n'en décidions autrement. L'entendre exposer tout cela en termes légaux a rendu tout cela lourd et réel d'une manière que nos disputes n'avaient jamais fait. Il ne s'agissait plus seulement de sentiments blessés. Il s'agissait de paperasse, de signatures et de diviser la vie que nous avions construite ensemble, pièce par pièce. Quand nous sommes sortis du bureau 1 heure plus tard, aucun de nous n'a rien dit jusqu'à ce que nous arrivions au parking. Rick m'a demandé si je voulais déjeuner et j'ai dit non. J'avais besoin d'être seule. Je suis restée assise dans ma voiture pendant 20 minutes après son départ, regardant le volant et ayant l'impression de ne pas pouvoir bien respirer. J'ai fait la moitié du chemin du retour avant de devoir m'arrêter parce que je pleurais trop pour voir la route. Mes mains tremblaient sur le volant et ma poitrine était serrée comme si quelqu'un était assis dessus. Les mots de l'avocate continuaient de résonner dans ma tête à propos de la division des biens, de la finalisation du divorce et du fait de continuer séparément. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai appelé Rick sans y réfléchir. Il a répondu à la deuxième sonnerie et j'ai juste commencé à pleurer plus fort en entendant sa voix. Je lui ai dit que je n'étais pas prête pour ça, que m'asseoir dans ce bureau rendait tout trop réel et que je ne savais pas si je pouvais vraiment aller de l'avant avec la fin de notre mariage. Il est resté silencieux pendant 1 seconde, puis a dit qu'il se sentait de la même manière après être parti. Aucun de nous ne voulait abandonner complètement, même si nous nous étions tellement blessés. Nous sommes restés au téléphone pendant près d'1 heure, pleurant tous les deux et parlant de la façon dont nous en étions arrivés là. Rick a dit qu'il ferait n'importe quoi pour arranger les choses si j'étais prête à essayer. J'ai dit que nous devions donner une chance réelle à la thérapie de couple. Pas seulement faire les démarches, mais vraiment travailler sur nos problèmes. Nous avons convenu de nous engager à 3 mois supplémentaires de thérapie sérieuse avant de prendre toute décision finale concernant le divorce. Si nous ne pouvions pas arranger les choses d'ici là, au moins nous saurions que nous avons tout essayé. Quand nous avons raccroché, je me suis sentie épuisée, mais aussi comme s'il restait peut-être un tout petit peu d'espoir. La percée s'est produite lors de notre 4e séance de thérapie de couple après nous être réengagés. La thérapeute a demandé à Rick d'expliquer pourquoi il m'avait enregistré, et au lieu de ses excuses habituelles sur le fait d'être mignon ou de vouloir se sentir proche de moi, il est resté silencieux pendant un long moment. Puis il a dit que c'était une violation, et qu'il le savait maintenant. Il a dit qu'il m'avait enlevé ma capacité à donner mon consentement pour être filmé et qu'il avait partagé ses vidéos sans ma permission et que c'était mal, quelles que soient ses intentions. Il a cessé d'essayer de le minimiser ou de le rendre moins grave que ce qu'il était. La thérapeute s'est tournée vers moi et m'a interrogée sur la campagne de vengeance. J'avais passé des semaines à la justifier, disant que Rick méritait de se sentir effrayé et épuisé après ce qu'il m'avait fait. Mais assise là, à m'entendre parler, j'ai réalisé que j'avais aussi franchi de sérieuses lignes éthiques. Je l'avais délibérément torturé psychologiquement pendant des semaines. Je l'avais rendu paranoïaque et privé de sommeil, au point que son travail et sa santé en avaient souffert. J'ai dit à la thérapeute que j'étais devenue cruelle lorsque j'étais blessée, et cela m'avait effrayée quant à la personne que j'étais capable d'être pour les autres. Rick a tendu la main et m'a pris la main, ce qui m'a surprise. Nous avons tous les deux pleuré pendant que la thérapeute parlait de la façon dont nous avions tous les deux violé la confiance et la sécurité de l'autre de différentes manières. Pour la première fois depuis que tout avait explosé, nous ne nous battions pas pour savoir qui était le pire ou qui avait commencé. Nous étions juste 2 personnes qui s'étaient gravement blessées et qui devaient déterminer si elles pouvaient guérir. La thérapeute a suggéré que nous nous entraînions à parler en dehors des séances, alors Rick et moi avons commencé à nous rencontrer pour un café 1 fois par semaine. La première fois a été tellement inconfortable que j'ai failli partir avant qu'il n'arrive. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre à une table près de la fenêtre et avons essayé de nous souvenir comment avoir une conversation normale. La thérapeute nous avait enseigné cette chose où l'on parle d'abord de sujets neutres avant d'aborder quelque chose de lourd. Nous avons donc parlé du travail, de la météo et de cette émission que nous avions l'habitude de regarder ensemble. Rick m'a parlé d'un gars à l'entrepôt qui s'était fait prendre à dormir dans les toilettes pour la 3e fois. Je lui ai parlé du drame de ma collègue avec sa fille adolescente. C'était forcé et étrange au début, comme si nous étions des étrangers lors d'un mauvais premier rendez-vous, mais après quelques rencontres, c'est devenu un peu plus facile. Nous pouvions parler de nos familles sans que cela ne devienne une dispute sur quelle famille avait le mieux géré la séparation. Nous pouvions discuter des projets pour le week-end sans mentionner les enregistrements ou la vengeance.
Une fois, Rick a fait une blague sur une chose stupide que son ami avait dite, et j'ai ri. J'ai vraiment ri autour de lui pour la première fois depuis des mois. Ce n'était qu'un petit moment, mais cela ressemblait à un progrès. Nous n'étions pas réparés, mais nous nous souvenions comment coexister sans que tout tourne autour du passé. Rick m'a envoyé un message un après-midi alors que j'étais au travail avec des nouvelles d'une promotion. Je suis ravie de continuer la traduction pour vous. Voici la suite de l'histoire en français. Le patron de Rick avait remarqué que son rendement s'était amélioré au cours du dernier mois et lui a offert un poste de superviseur avec un meilleur salaire et un horaire régulier au lieu des quarts de travail rotatifs qu'il faisait. Il m'a envoyé 3 messages textes enthousiastes d'affilée avec des détails sur les nouvelles responsabilités et l'augmentation de salaire. Je me suis sentie sincèrement heureuse pour lui en lisant ces messages. J'ai répondu avec des félicitations et je lui ai demandé s'il voulait fêter ça avec un dîner. Nous nous sommes rencontrés dans ce restaurant italien près de son travail et il a parlé de la promotion avec une réelle excitation dans la voix. Son sommeil s'était amélioré avec la thérapie et des habitudes de sommeil régulières au lieu de mon interférence. Et cela l'a aidé à se concentrer à nouveau sur le travail. En le regardant parler de ses projets et de ses objectifs futurs, j'ai réalisé que je ne ressentais aucune amertume ou ressentiment face à son succès. En fait, j'étais fière de lui d'avoir renversé la situation après que tout se soit effondré. Ce sentiment m'a surprise parce que j'avais passé tellement de temps à vouloir qu'il souffre. Être capable de célébrer quelque chose de bien qui lui arrivait, sans que ma propre douleur ne s'y mêle, a semblé un réel progrès vers la guérison. J'ai trouvé un petit appartement d'une chambre que je pouvais me permettre seule à environ 20 minutes du travail. L'endroit n'avait rien de spécial, mais il y avait une bonne lumière et le propriétaire semblait normal. J'ai appelé Rick et je lui ai demandé s'il m'aiderait à déménager mes affaires de notre appartement commun. Il est venu le jour du déménagement avec sa camionnette. Et nous avons passé des heures à emballer des boîtes et à charger des meubles. C'était étrange de parcourir notre espace commun et de diviser les choses. J'ai pris le canapé bon marché que nous avions acheté dans un magasin d'occasion lorsque nous nous sommes mariés. Il a gardé la télévision et la table basse que sa mère nous avait donnée. Nous avons dû déterminer qui gardait quelles assiettes et serviettes et toutes les choses aléatoires qui s'accumulent en vivant ensemble. Certaines choses, nous les avons simplement divisées en 2. Travailler ensemble pour charger des boîtes et des meubles sur 3 volets d'escalier était à la fois triste et guérisseur. Nous reconnaissions que nous avions besoin d'espaces séparés pour déterminer si nous pourrions un jour partager à nouveau de l'espace. Rick m'a aidé à tout décharger dans le nouvel endroit et à assembler le cadre de mon lit. Avant de partir, il s'est tenu dans mon salon vide et a dit que l'appartement était agréable et qu'il espérait que j'y serais heureuse. Je l'ai remercié de m'avoir aidé et nous nous sommes serrés brièvement dans les bras à la porte. Après son départ, je me suis assise sur mon canapé dans mon propre endroit pour la première fois et j'ai pleuré parce que cela ressemblait à la fin de quelque chose, même si nous étions censés essayer toujours de régler les choses. Au bout de 3 mois de travail sérieux en thérapie de couple, la thérapeute a suggéré que nous essayions un rendez-vous de reconnexion. Elle a expliqué que c'était l'occasion de voir si nous pouvions apprécier la compagnie de l'autre comme nous le faisions avant que tout ne s'effondre. Nous avons choisi ce restaurant que nous aimions, un petit endroit mexicain avec de bonnes margaritas et de la musique live le week-end. Avant d'y aller, nous avons convenu de ne pas parler des enregistrements, de la vengeance, de la thérapie ou de tout autre sujet lourd. Juste un dîner comme un couple normal. J'ai changé de tenue 3 fois avant de quitter mon appartement parce que j'étais nerveuse d'une manière que je n'avais pas été avec Rick depuis des années. Nous nous sommes rencontrés au restaurant et il était déjà à une table quand je suis entrée. Il s'est levé en me voyant et m'a tiré ma chaise, ce qu'il faisait quand nous avions commencé à sortir ensemble. Nous avons commandé nos plats habituels et avons parlé de sujets sûrs. Rick m'a parlé de ses nouvelles responsabilités au travail. J'ai parlé de ce podcast de True Crime que j'écoutais. La conversation a coulé plus facilement que je ne m'y attendais. Le groupe live a commencé à jouer et Rick a demandé si je me souvenais de la première fois que nous étions venus ici. Oui. Nous nous étions tellement saoulés au margarita que nous avions marché jusqu'à la maison au lieu de conduire et nous nous étions perdus pendant 1 heure. Ce souvenir de cette nuit nous a fait rire tous les deux et tout à coup, nous échangions d'autres souvenirs des débuts de notre relation. La fois où sa voiture est tombée en panne sur le chemin du retour chez ses parents. L'horrible appartement que nous avions visité et qui avait des toilettes dans la cuisine. La façon dont nous cuisinions le dîner ensemble et dansions dans la cuisine. Pendant quelques heures, nous étions à nouveau juste nous deux, sans toute la douleur entre nous. Le trajet de retour du restaurant était différent. Rick a proposé de me ramener à mon appartement et nous nous sommes assis dans sa camionnette devant mon immeuble à parler. Il a dit qu'il avait passé un très bon moment ce soir et qu'il avait oublié à quel point il aimait simplement être avec moi. J'ai admis la même chose, mais ensuite nous sommes tous deux devenus silencieux parce que nous savions qu'une bonne soirée ne signifiait pas que tout était réglé. Rick a mentionné à quel point la base de confiance entre nous restait fissurée, même si nous pouvions avoir de bons moments. J'ai convenu que nous nous étions causés de graves dommages mutuels qui n'allaient pas disparaître simplement parce que nous pouvions rire ensemble à nouveau.
Nous avons parlé de savoir si nous étions vraiment en train de reconstruire quelque chose ou simplement de retarder la fin inévitable. Aucun de nous n'avait de réponse. Rick a demandé si je pensais que nous reviendrions un jour à ce que nous avions avant. Je lui ai dit honnêtement que je ne pensais pas que nous le pourrions, mais que nous pourrions peut-être construire quelque chose de différent si nous continuions tous les deux à travailler. Nous sommes restés assis dans la camionnette pendant encore 30 minutes à tourner autour des mêmes questions. Finalement, j'ai dit que je devais rentrer et dormir un peu. Rick m'a embrassé sur la joue avant que je ne sorte, ce qu'il n'avait pas fait depuis des mois. Je suis montée dans mon appartement en me sentant confuse quant à savoir si cette nuit était un progrès ou juste un rappel de ce que nous avions perdu. La séance de thérapie suivante est devenue sérieuse lorsque Rick a admis qu'il faisait des cauchemars. Il a dit qu'il rêvait toujours de moi debout au-dessus de lui, le regardant dormir. Et même s'il savait rationnellement que je ne faisais plus cela, la paranoïa est restée avec lui. Il se réveillait parfois au milieu de la nuit, convaincu que quelqu'un était dans sa chambre. Il avait installé des serrures supplémentaires sur sa porte chez son frère et a commencé à dormir avec une lumière allumée. L'entendre décrire comment ma vengeance l'a affecté à long terme a fait bouger quelque chose dans ma poitrine. Je savais que je l'avais effrayé pendant ces semaines, mais je n'avais pas entièrement compris que je lui avais causé un véritable traumatisme qui a duré au-delà de la vengeance immédiate. La thérapeute a demandé comment cela me faisait sentir, et j'ai dû absorber la question pendant 1 minute. Je me suis sentie sincèrement désolée d'une manière que je ne m'étais pas permise de ressentir auparavant. J'avais été tellement concentrée à justifier mes actions comme une punition méritée que je ne m'étais pas permis de voir le mal réel que j'avais causé. J'ai regardé Rick et je me suis excusée sans excuse ni réserve. Juste des excuses directes pour l'avoir traumatisé et l'avoir fait se sentir en danger dans sa propre maison. Il a semblé surpris et a dit « Merci ». La thérapeute a souligné que c'était la première fois que l'un de nous assumait l'entière responsabilité sans se défendre et que c'était un progrès significatif. La thérapeute s'est tournée vers moi et m'a demandé si j'avais des séquelles des enregistrements de Rick. J'avais essayé de ne pas trop y penser, mais dès qu'elle a demandé, tout est sorti. Je leur ai dit que je vérifiais toujours la présence de caméras dans toutes les chambres où je me trouvais, même dans les hôtels ou chez des amis. Mes yeux scannaient automatiquement les petites lumières d'enregistrement rouge ou les appareils étrangement placés. J'avais du mal à dormir n'importe où parce que j'étais toujours consciente que quelqu'un pourrait regarder. Même dans mon propre appartement, où je savais qu'il n'y avait pas de caméra, je ne pouvais parfois pas me débarrasser de la sensation d'être observée. J'ai raconté à Rick comment j'avais acheté des rideaux occultants, des couvercles pour l'appareil photo de mon ordinateur portable et un appareil de détection de caméra cachée. La paranoïa est devenue une partie de ma routine quotidienne d'une manière que je ne pouvais pas secouer. Rick a semblé bouleversé en entendant tout cela et a dit qu'il était à nouveau désolé. La thérapeute nous a laissé absorber cela pendant 1 minute. Puis elle a dit quelque chose qui a frappé fort. Elle a souligné que nous nous étions traumatisés mutuellement d'une manière qui ne disparaîtrait pas avec des excuses et de la thérapie. Ce sont de réels impacts psychologiques qui pourraient durer des années, voire pour toujours. Cette réalité était un rappel brutal, car cela signifiait que même si nous restions ensemble et surmontions tout le reste, nous porterions tous les deux ces cicatrices. Nous serions toujours la personne qui a blessé l'autre d'une manière fondamentale. Aucun de nous n'a rien dit pendant le reste de la séance. Nous sommes juste restés là, acceptant cette vérité entre nous. La séance suivante a semblé différente dès l'instant où nous sommes entrés. La thérapeute avait ce regard sérieux sur son visage et n'a pas perdu de temps avec des banalités. Elle nous a demandé directement si nous pensions que le mariage pouvait se rétablir. Le silence s'est étendu si longtemps que j'ai pu entendre l'horloge sur son mur. Rick s'est agité sur son siège, s'est éclairci la gorge 2 fois et a finalement parlé. Il a dit qu'il m'aimait, mais qu'il ne savait pas si l'amour était suffisant lorsque nous nous étions fait si gravement mal. Sa voix s'est un peu brisée sur le mot « gravement ». J'ai regardé mes mains et j'ai accepté que peut-être la chose la plus saine à faire était de nous laisser partir et de travailler à guérir séparément. Le dire à voix haute a rendu cela réel d'une manière que toutes nos disputes et notre séparation n'avaient pas fait. La thérapeute a hoché la tête lentement et a dit qu'elle pensait que c'était une décision mature. Elle nous a dit qu'elle soutiendrait ce que nous décidions, mais que continuer à nous blesser en essayant d'arranger les choses n'aidait personne. Nous avons passé la séance suivante à parler de la manière de nous séparer le plus sainement possible. La thérapeute avait tout un plan sur le maintien des limites pendant le processus de divorce et la poursuite de la thérapie individuelle. Elle a dit que nous devions décider si nous voulions rester en contact ou nous séparer complètement. Rick a dit qu'il pensait qu'un certain contact était logique pour les questions pratiques, mais que nous ne devrions probablement pas essayer d'être amis tout de suite. J'ai accepté parce que l'idée d'une amitié occasionnelle semblait impossible, alors que j'étais encore dans une telle douleur. Nous avons pris la décision d'aller de l'avant avec le divorce, non par colère, mais par acceptation du fait que nous étions devenus toxiques l'un pour l'autre. La thérapeute a noté quelques recommandations pour des médiateurs de divorce et nous a rappelé à tous les deux que mettre fin à un mariage ne signifiait pas que nous avions échoué, seulement que nous avions grandi dans des directions différentes. Sortir de ce bureau s'est senti plus léger d'une certaine manière,
comme si nous avions finalement cessé de nous battre contre la gravité. La demande de divorce s'est avérée étonnamment ennuyeuse. Juste de la paperasse et des signatures, et une greffière qui semblait en avoir traité 1000 et en traiterait 1000 autres. Le bureau de l'avocat sentait le café et le vieux tapis. Rick et moi nous sommes assis côte à côte en remplissant des formulaires, et à un moment donné, nos mains se sont touchées en attrapant le même stylo. Nous nous sommes retirés tous les deux, comme si nous avions été électrocutés. Tout a duré peut-être 2 heures, et ensuite nous avions une date d'audience des mois plus tard. Debout devant le palais de justice après, aucun de nous ne savait quoi dire. Rick a suggéré de déjeuner, ce qui semblait étrange, mais aussi nécessaire. Nous sommes allés à ce restaurant où nous allions parfois, et nous avons parlé de choses pratiques comme diviser les meubles et informer nos familles. Je lui ai dit qu'il pouvait garder la machine à bruit blanc et l'oreiller chic. Il a dit que je pouvais garder la machine à café puisque je l'utilisais. Il y avait une étrange paix à avoir pris une décision claire après des mois d'incertitude. Nous n'étions pas heureux exactement, mais nous ne nous battions plus. Mon nouvel appartement était petit, mais il était à moi. J'ai passé un week-end entier à décorer, à organiser et à créer un espace qui se sentait entièrement mien. J'ai acheté de nouveaux rideaux, pas occultants, juste des rideaux normaux qui laissaient entrer la lumière du matin. J'ai organisé ma chambre comme je le voulais sans me soucier du programme de sommeil de quelqu'un d'autre. Il n'y avait pas de caméra, pas d'enregistrement caché, pas d'appareil caché dans des endroits étranges. La liberté de contrôler mon propre environnement sans prendre en compte les exigences rigides de quelqu'un d'autre était incroyable. Je pouvais allumer les lumières la nuit si j'avais besoin d'aller aux toilettes. Je pouvais rester éveillée tard à regarder la télévision au lit. Je pouvais dormir comme je le voulais sans me demander si quelqu'un me filmait. La première nuit que j'y ai dormi, je me suis réveillée à 3 heures du matin et je suis restée allongée à savourer le silence et la sécurité. Pas de machine à bruit blanc, pas de paranoïa, juste moi dans mon propre espace. J'ai appris par Alina que Rick avait commencé à sortir avec quelqu'un de nouveau quelques mois plus tard. Elle l'avait vu à l'épicerie avec une femme, l'air à l'aise et heureux. Cela m'a fait mal quand elle me l'a dit pour la première fois. Cette sensation aiguë dans la poitrine lorsque vous entendez que votre ex est passé à autre chose. Mais ensuite, je me suis assise avec ça pendant un moment, et j'ai réalisé que je n'étais pas dévastée. J'avais fait le deuil du mariage si longtemps que la fin réelle s'est sentie plus comme un soulagement que comme une perte. La femme n'était personne que je connaissais, ce qui rendait les choses plus faciles d'une certaine manière. Je ne me suis pas torturée à les imaginer ensemble ou à me comparer à elle. J'ai juste ressenti cette étrange acceptation que Rick vivait sa vie et que je vivais la mienne et que ses vies ne se chevauchaient plus. Alina m'a demandé si j'allais bien, et je lui ai dit honnêtement que oui. Elle a semblé surprise mais satisfaite. Je suis sortie à quelques rendez-vous moi-même via une application. Rien de sérieux, juste un café ou un dîner avec différents gars pour voir ce qu'il y avait. J'ai découvert que j'étais beaucoup plus prudente en matière de confidentialité et de limites que je ne l'étais. Au deuxième rendez-vous avec ce gars nommé Marc, il a fait une blague sur le fait de vérifier mon téléphone et je l'ai immédiatement arrêté. J'ai dit au partenaire potentiel à l'avance que je devais y aller doucement et s'il semblait insistant ou rejetait les limites. Je mettais fin là. J'ai appris à faire confiance à mon instinct lorsque quelque chose ne me semblait pas bien au lieu d'ignorer les signaux d'alarme comme je l'avais fait avec Rick. Un gars semblait génial jusqu'à ce qu'il mentionne qu'il avait des caméras dans chaque pièce de sa maison pour la sécurité. J'ai fini mon café et je suis partie. Peut-être que c'était innocent, peut-être pas. Mais je ne prendrai plus le risque. Le divorce a été finalisé un mardi aléatoire en avril. J'ai pris l'après-midi de congé du travail pour traiter les émotions. L'audience a duré peut-être 15 minutes. Le juge a posé quelques questions de base, a vérifié que nous avions tout convenu, a signé quelques papiers, et c'était tout. 3 ans de mariage se sont terminés dans une salle d'audience qui sentait le nettoyant pour Sols. Je suis sortie à la lumière du soleil printanier, et je me suis sentie triste, mais aussi plus légère, comme si j'avais porté quelque chose de lourd pendant des mois et que je l'avais finalement lâché. Je suis restée assise dans ma voiture pendant un moment, juste à respirer. Puis j'ai appelé Alina et je lui ai demandé si elle voulait dîner pour marquer l'occasion. Elle a dit absolument, et qu'elle était fière de moi. Nous sommes allés à cet endroit italien, et j'ai commandé du vin et des pâtes, et je me suis permis de ressentir tout ce qui montait sans jugement. 6 mois après le divorce, j'ai croisé Rick à l'épicerie. J'étais dans la section des fruits et légumes en train d'essayer de choisir des pommes lorsque j'ai entendu quelqu'un prononcer mon nom. Je me suis retournée et il était là, l'air sain et reposé. Nous avons eu une courte conversation qui s'est sentie étonnamment normale. Il m'a demandé comment j'allais. Je lui ai demandé comment se passait son travail. Il a mentionné qu'il avait déménagé dans un nouvel endroit. Je lui ai parlé de ma promotion au travail. Nous avons parlé pendant peut-être 5 minutes et j'ai réalisé que je ne ressentais plus de rage ou de douleur en le voyant. Juste cette tendre distance pour quelqu'un que j'avais bien connu autrefois. Il avait l'air différent d'une certaine manière. Plus détendu, et je me suis demandé si j'avais l'air différente pour lui aussi. Nous nous sommes dit au revoir et sommes allés dans des directions séparées dans le magasin et je me suis sentie bien à ce sujet. Ni heureuse, ni triste, juste bien.
J'ai commencé à mieux dormir dans mon propre appartement. L'hypervigilance des caméras s'est estompée progressivement. J'ai arrêté de vérifier chaque coin et de scanner les lumières d'enregistrement. La chambre s'est sentie à nouveau en sécurité. Vraiment en sécurité. D'une manière qu'elle n'avait pas été depuis que j'avais découvert les vidéos de Rick. Je pouvais dormir avec la bouche ouverte et mes cheveux ébouriffés et m'en moquer parce que personne ne regardait ou ne jugeait ou ne partageait des vidéos avec ses amis. Vivre seul m'a aidé à retrouver l'intimité et la paix que les enregistrements et la vengeance avaient toutes deux détruites. Certaines nuits, je me réveillais et j'étais juste reconnaissante pour le silence et la sécurité. Pas de paranoïa, pas de peur, juste du sommeil. J'ai acheté de jolis draps et un oreiller confortable et j'ai fait de ma chambre un endroit où je voulais vraiment être au lieu d'un champ de bataille. 1 an après le divorce, je me suis assise dans mon appartement un soir et j'ai réfléchi à tout ce qui s'était passé. Nous avions tous les deux pris des décisions terribles qui nous avaient gravement blessés. Les enregistrements étaient une violation dont je ne me remettrai jamais complètement. Je vérifiais toujours la présence de caméras dans les chambres d'hôtel ou chez des amis, parfois 2 ans plus tard. Cette paranoïa est devenue une partie de moi d'une manière que je ne pouvais pas tout à fait enlever. Et ma vengeance a franchi des lignes dont je n'étais pas fière. J'ai délibérément terrorisé Rick et détruit son sommeil et son sentiment de sécurité. Je ne pouvais pas prétendre que c'était bien juste parce qu'il m'avait blessé en premier, mais j'ai appris des leçons importantes sur les limites, le consentement et les moyens sains de gérer la trahison. J'ai appris que la vengeance ne guérit vraiment rien. J'ai appris que certaines violations sont impardonnables, et ce n'est pas grave. J'ai appris à faire confiance à mon instinct et à m'éloigner lorsque quelque chose ne va pas. Le mariage s'est mal terminé, mais j'en suis sortie plus forte et plus consciente de ce dont j'avais besoin et de ce que je méritais. 3 mois après que le divorce soit devenu définitif, ma patronne m'a appelée dans son bureau et j'ai pensé que j'avais peut-être des ennuis à propos de quelque chose. Au lieu de cela, elle m'a offert une promotion au poste de spécialiste senior en facturation, avec une augmentation de salaire de 15% et ma propre petite équipe à gérer. J'ai dit oui tout de suite sans même y réfléchir car pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de pouvoir gérer plus de responsabilités au lieu de juste réussir à garder la tête hors de l'eau. L'argent supplémentaire signifiait que je pouvais me permettre un meilleur appartement ou économiser pour de vraies vacances au lieu de simplement survivre de chèque de paie en chèque de paie. J'ai commencé le nouveau rôle 2 semaines plus tard, et j'ai découvert que j'étais en fait douée pour gérer les gens et résoudre les problèmes lorsque mon cerveau n'était pas consumé par des complots de vengeance ou des drames conjugaux. Mes collègues m'ont félicité et m'ont invité à prendre un verre après le travail. Et j'ai réalisé que j'avais été tellement absorbée par la situation de Rick que j'avais cessé d'être une vraie personne avec des objectifs et des ambitions au-delà de simplement traverser chaque journée. À ce qui aurait été notre 5e anniversaire de mariage, mon téléphone a vibré avec un message texte de Rick. J'ai failli ne pas l'ouvrir car je pensais que ce serait de la colère ou pathétique, mais au lieu de cela, il disait juste qu'il était désolé pour tout et qu'il espérait que j'allais bien. Je me suis assise avec mon café et j'ai regardé le message pendant un moment. Puis j'ai répondu que j'appréciais son contact et que j'espérais qu'il était également heureux et en bonne santé. Nous avons échangé des messages pendant peut-être 10 minutes, juste des choses simples sur le fait que nous allions tous les deux mieux maintenant et que le divorce était probablement le bon choix, même si y arriver avait été horrible. Il a mentionné qu'il voyait quelqu'un de nouveau et a demandé si je sortais, et je lui ai dit que j'avais eu quelques rendez-vous, mais rien de sérieux encore. La conversation s'est sentie étrange, mais pas mauvaise. Comme parler à quelqu'un que j'avais connu à l'université au lieu de quelqu'un qui avait violé ma vie privée pendant des mois. Nous avons fini par convenir que nous étions mieux séparés et par nous souhaiter bonne chance, et je le pensais vraiment au lieu d'être juste poli. Ma thérapeute a suggéré que je cherche des groupes de soutien pour les personnes confrontées à des violations de la vie privée. Alors j'en ai trouvé un qui se réunissait le mardi soir dans un centre communautaire du centre-ville. À la première réunion, je suis entrée dans une pièce avec environ 8 autres personnes assises en cercle. Et quand c'était mon tour de partager, je leur ai parlé des enregistrements de sommeil et de la façon dont je vérifiais toujours les chambres d'hôtel à la recherche de caméras 2 ans plus tard. Entendre les histoires d'autres personnes m'a fait me sentir moins seule, car elles comprenaient toute la violation spécifique de voir vos moments privés transformés en divertissement sans votre consentement. Une femme avait son ex qui installait des caméras dans sa salle de bain. Un autre gars avait son colocataire qui l'enregistrait en train de se changer. Et nous hochions tous la tête lorsque quelqu'un décrivait la paranoïa qui ne disparaît jamais complètement. J'ai continué à aller aux réunions chaque semaine, et je me suis retrouvée à m'ouvrir davantage sur l'histoire de la vengeance aussi, admettant que j'avais franchi des limites en essayant de blesser Rick. Et cette culpabilité pesait parfois lourd. Le groupe ne m'a pas jugé pour cela, ils ont juste écouté et partagé leurs propres sentiments compliqués sur le désir de vengeance versus le désir de guérir. Et lentement, j'ai commencé à me sentir moins brisée. 2 ans après que tout a explosé avec Rick, j'ai rencontré quelqu'un à la fête d'anniversaire d'un ami qui a vraiment écouté lorsque j'ai expliqué mes limites concernant la confidentialité et le consentement. Nous avons commencé à sortir ensemble lentement,
ayant de vraies conversations sur les niveaux de confort et ce dont nous avions tous les deux besoin pour nous sentir en sécurité dans une relation. Il n'a jamais essayé de me presser vers quoi que ce soit de physique et me demandait constamment si j'étais d'accord avec la façon dont les choses progressaient. Je lui ai parlé des enregistrements lors de notre 4e rendez-vous parce que je voulais qu'il comprenne pourquoi j'étais prudente avec certaines choses. Et il a juste hoché la tête et a dit qu'il respectait cela et qu'il ne ferait jamais rien pour me faire sentir observée ou violée. Nous sommes ensemble depuis 6 mois maintenant, et je suis sincèrement heureuse d'une manière que je ne croyais pas possible après le désastre de Rick. Je peux dormir à côté de lui sans me demander s'il me filme. Et quand il dit qu'il respecte mes limites, je le crois vraiment parce qu'il le montre par ses actions tous les jours. En repensant à tout ce qui s'est passé, les enregistrements, la vengeance et le divorce semblaient terribles pendant que je le vivais. Mais j'en suis sortie plus forte et plus intelligente sur ce à quoi ressemblent réellement les relations saines. Et je n'échangerai pas cette connaissance contre quoi que ce soit.